Voilà, ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de ce sommet transformation et compétences d'avenir. Pour démarrer à mes côtés, Marcus Godard qui capte les innovations chez NetExplo. D'abord Marcus, comment faites-vous chez NetExplo pour être au courant de toutes ces innovations émergentes ? Bonjour, alors on fait ça de plusieurs façons. Nous avons notamment un réseau d'universités et d'étudiants dans le monde qui trouvent des innovations dans leur domaine et dans les régions respectives. Nous avons nos propres outils que nous avons créés en low-code avec quelques partenaires et aussi quand même pour savoir qu'est-ce qui est émergent, qu'est-ce qui est mainstream, qu'est-ce qui est ringard, il faut quand même se rendre dans les grands événements. Notamment, il y a quelques semaines, une bonne partie de l'équipe s'est rendue à Lisbonne pour le Web Summit, qui est la plus grosse conférence en Europe, si ce n'est pas dans le monde, qui réunit les startups et les investisseurs. Nous avons vu des centaines de startups et notre stagiaire Pamina a interviewé des dizaines. On vous propose un petit extrait de ce qu'on a vu. En vidéo. We work with an open banking integration, so our users connect their bank account with our app, and then they can automatically calculate their personal carbon footprint through their daily transactions. When it comes to sustainability, we need all people in organizations, in neighborhoods, in the world to accelerate and to change their behaviors towards more sustainable transition. So we build a gamified learning platform which is used for large groups of people. They will be doing challenges with quiz questions, real life actions, and they share their experiences in an online community. Mainly, we focused on protecting the oceans, so we do see our idea as a way to get healthy oceans. So applying robotics to dynamic environment like the sea and inland waters. We have a Zoom app that shows you things like speaking time, interruptions, and monologue. And then for a company, they can see trends over time, what's happening within their team. And as an individual, you can improve your meeting. Voilà, un petit extrait seulement de la multitude de choses, j'imagine, que vous avez vu, ce reportage réalisé par Pamina. Marcus, quelles sont les grandes tendances que vous avez observées cette année ? Alors, tous les ans, on observe des innovations dans tous les domaines, même les plus farfelus. On a vu cette année le concept du sleep to earn, où grâce à des heures de sommeil, vous pouvez gagner des crypto-monnaies. Mais je pense que cette année, on a vu moins de choses futiles. On a vraiment observé une nouvelle lucidité de la part des startups et aussi des investisseurs, un réalisme qui suppose, un peu comme Julien Lévy l'a décrit dans nos tendances il y a une dizaine d'années, que tout peut être transformé en data, que ce soit l'inclusion, la sustainability, la diversité et même les compétences comme les soft skills. Ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a des centaines et des centaines de startups qui cherchent à avoir un réel impact mesurable, chiffrable en données sur l'inclusion. Là, on a vu une app qui mesure le nombre d'interruptions des femmes par les hommes dans la réunion Zoom, dans cet extrait, par exemple. Donc, pour eux, tout est mesurable. Je suis sûr que vous n'avez pas besoin de ça dans vos entreprises. Mais quand on pense que les grandes attentes de la génération qui arrive sur le marché du travail, c'est souvent la diversité, c'est souvent la sustainability. C'est pas étonnant qu'on voit les innovations et les startups investir ce même espace avec un nouveau réalisme, un nouveau désir d'avoir un impact réel et mesurable. Voilà la tendance principale qu'on a constatée cette année. Merci beaucoup Marcus pour cette petite séquence bonus, ces tendances, ces innovations captées au Web Summit. Dans un instant, ce sera le retour des séquences TransfoSkill. Avant cela, je vous propose de découvrir en avant-première les résultats d'une étude réalisée par NetExplo auprès des entreprises. Les métaverses et univers virtuels, quel scénario pour la collaboration et la formation ? Et c'est avec Sandrine Catla.
Merci Aurélie. Bonjour à tous, enfin à ceux qui viennent d'arriver, qui n'étaient pas là ce matin. Je vais essayer de voir si j'obtiens ma présentation, puisque comme mes petits camarades plus tôt dans la matinée, j'ai ma petite zapette qui ne fonctionne pas. Et en attendant que cette présentation apparaisse comme par magie devant vos yeux et les miens, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Bon, le métaverse, c'est une disruption technologique qui nous accompagne maintenant à minima médiatiquement depuis plusieurs mois. Elle a occupé pas mal le devant de la scène il y a à peu près un an. Évidemment, pour certains d'entre nous, nous en sommes des usagers. C'est pas mon cas, mais j'en croise dans mon entourage, y compris de mon âge, qui font l'expérience de métaverse ou de proto-métaverse, notamment dans des usages de gaming. Et ce que nous avons voir et travailler avec vous pour cet observatoire des transformations et des compétences d'avenir, c'est comment est-ce que les collaborateurs dans vos entreprises, auxquels vous allez peut-être proposer de déployer le métaverse ou de l'utiliser, comment ces collaborateurs envisagent le métaverse, comprennent de quoi il retourne, en ont envie ou pas envie, et donc finalement, quelle est la posture à laquelle vous pouvez vous attendre par rapport à cette disruption technologique. Alors, force est de constater que on pourrait résumer la chose comme ce qu'on a écrit sur cette slide. Le métaverse, c'est une technologie numérique, entre guillemets, de plus, des usages potentiels pas tout à fait clairs, mais que tout ça est encore en chantier et en construction. Donc tout reste à faire, mais tout reste à comprendre également. Alors, je voulais rappeler rapidement la méthodologie de l'étude. C'est une petite étude qualitative. Nous avons sollicité des collaborateurs de vos entreprises pour nous rejoindre au cours de 2 demi-journées en focus group. 9 entreprises ont contribué en nous proposant des collaborateurs issus de métiers de l'innovation, des RH ou du digital, et avec une certaine hétérogénéité des groupes, ce qui était très bien parce que c'est sans doute le reflet de la réalité, quant à la connaissance, l'expérience du métaverse. 3 heures d'animation avec grosso modo 3 grandes thématiques. Première chose, spontanément, vous qui êtes avec nous dans cette salle, dites-nous ce que vous pensez du métaverse. Je vous dis métaverse, vous pensez quoi? Vous me dites quoi? Quel mot choisissez-vous? Quelle image? On leur avait proposé tout un tas d'images. Quelle image choisissez-vous? Deuxième chose, un travail de définition collective. Comment voulez-vous définir le métaverse? Et on va voir que la définition est encore en mouvement. Et puis enfin, un travail de créativité où on a demandé, par petits groupes de 2, d'imaginer des usages du métaverse dans le monde de l'entreprise. Et je vous partagerai évidemment au cours de cette présentation quelques-uns de ces résultats. Alors, si finalement je devais m'arrêter là, parce que si je n'avais que 5 minutes pour vous parler du métaverse, finalement tout est dit sur cette slide. Tout reste à clarifier. Le métaverse est une notion extrêmement floue chez la majorité des gens qui ont participé à cette étude. Tout reste à construire ou à déconstruire, à la fois dans la terminologie métaverse, qu'est-ce que c'est, ce que ça recouvre, qu'est-ce que ce n'est pas, et puis aussi tout est à construire en termes d'usage, et à déconstruire éventuellement parce que la technophilie béate a fait son temps et qu'aujourd'hui, tout le monde dans ces focus group s'est posé la question d'un déploiement, non pas tous azimuts, mais sélectif, justifié, et nous verrons selon quel point de vue. Donc finalement, le métaverse, c'est une conception, un outil, éventuellement des usages, qui navigue un peu dans une zone floue, qui est bordée d'un côté par un véritable intérêt pour cette technologie et ses usages potentiels, mais aussi qui est borné par un certain nombre de doutes et de questionnements. Alors, évidemment, quand on a travaillé en groupe, pourquoi ce flou, pourquoi cette zone un petit peu d'ombre? Parce que d'abord, le bruit médiatique a été tel et peut-être trop en avance de phase, donc il a propulsé une technologie et des usages qui n'étaient sans doute pas encore tout à fait mûrs pour que la technologie et sa proposition soient populaires. Parce qu'aussi, finalement, ces usages, dans,
la population courante, c'est-à-dire la population non experte. C'est un usage de gaming, donc ça vient d'un univers du gaming, et que quand il sort de cet univers de gaming, on se dit bon, ça va peut-être être le réseau social de demain, mais sans trop savoir exactement de quoi il s'agit et à quoi surtout tout cela peut ressembler. Il y a aussi quelque chose qui pousse au doute, ou en tout cas voilà, des difficultés à se prononcer pour ou contre, c'est que les débats sur l'économie du métaverse, le business du métaverse, sont assez animés. Bon, alors on connaît tous un grand acteur du sujet qui est Meta, quelle est sa stratégie, qui sont les autres acteurs qui proposent le métaverse, quelles sont leurs stratégies à moyen et à long terme, quelle est l'incidence sur la souveraineté numérique quand on est une entreprise, qu'on va utiliser telle ou telle technologie métaverse. Est-ce qu'elle va être interopérable? Est-ce que je vais être pieds et poings liés avec un fournisseur? Et puis évidemment, le métaverse, c'est aussi beaucoup de coûts. C'est aussi des risques à envisager. C'est aussi, quelque chose d'assez flou sur finalement quelle valorisation je vais pouvoir donner à cet effort technologique, quels sont les ROI sur lesquels je peux m'appuyer. Donc tout ça, concourt aussi à cette espèce de flou. On peut ajouter à cela les débats qui aminent non pas uniquement le sujet évidemment du métaverse, mais finalement tout ce qui relève de la technologie et des numériques, qui sont les débats éthiques, sociétales. Quelle société se dessine avec ces innovations technologiques? Et évidemment, quand on pense métaverse, on pense pillage de ses données personnelles, on pense harcèlement, on pense marketing d'influence, on pense une technologie encore disruptive, mais pourquoi faire alors qu'on n'a pas encore fini d'absorber les technologies précédentes? Et puis aussi, toujours dans la même veine, c'est pas uniquement le fait du métaverse, mais c'est toute technologie numérique confondue, eh bien, le numérique pose débat quant à son sac à dos écologique, c'est-à-dire finalement toute l'empreinte que le métaverse suppose sur le vivant. Et pas uniquement évidemment sur le carbone, on a aussi la question des ressources qui sont épuisables à extrêmement court terme. On a la question évidemment de l'énergie qu'il faut, on a la question de l'obsolescence programmée, marketing la plupart du temps de nos outils, et qui n'arrange pas évidemment notre objectif de durabilité. Donc finalement, quand on pose la question à ces collaborateurs qui ont participé à cette étude, alors le métaverse, on y va pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais ils n'ont pas très envie de se prononcer. Alors je mets évidemment de côté les experts du sujet, qui sont plus armés pour avoir une opinion et pour répondre. Je mets aussi de côté les fans absolus de ces univers virtuels et métaverses. Tout le reste de la cohorte que nous avons interrogée et qui est majoritaire se dit mais moi j'en connais pas suffisamment, je ne suis pas armée, je n'ai pas les informations nécessaires pour pouvoir me prononcer. D'autant plus que chez finalement chacun de nous, il existe une espèce de dissonance personnelle. À titre personnel, dans ma vie privée, pour la société, j'ai un petit peu des doutes et une angoisse. Peut-être je me figure un avenir un peu dystopique dans ce métaverse et dans l'influence qu'il peut avoir sur ma propre personne, mon interaction avec les autres et finalement la société qu'il dessine. Alors qu'à titre professionnel, je regagne en rationalité et en pragmatisme et je me place dans la situation d'un collaborateur qui se doit, pour son entreprise, de s'intéresser à ce sujet, de s'interroger pour savoir, avec pragmatisme, quelle stratégie adopter et quels usages développer, qui seraient des usages pertinents évidemment pour mon entreprise. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a retenu de ces focus group quant à finalement la vision, l'appréhension du métaverse? C'est un potentiel technologique, ça ne fait aucun doute. Les usages sont relativement excitants, même s'ils demeurent flous. Il y a quand même une grosse incertitude quant au succès business, à la fois chez les géants du numérique qui s'en occupent, mais à la fois aussi la pertinence business d'une entreprise pour utiliser le métaverse, d'autant plus que ça demande des investissements extraordinairement lourds et que ça soulève, même dans l'entreprise auprès des collaborateurs, des questions éthiques, des questions durables et que, évidemment, il faut pouvoir les résoudre. C'est la raison pour laquelle, finalement, en termes de compétences, il y a déjà une première chose à faire qui est de comprendre. Le métaverse, tout bêtement, c'est quoi?
Et c'est pas si facile que ça de partager une définition et une compréhension de cette technologie qui est plus qu'une technologie et d'avoir un vocabulaire commun, une compréhension commune de ces usages. Et pourquoi comprendre? Parce que comprendre, ça va permettre d'abord de décider si on déploie le métaverse, si on le déploie, de décider où, comment, selon quelles règles, avec quel comportement adopter et quelle éthique. Finalement, on a besoin de la phase 1, j'acquiers la compréhension de ce que c'est, pour passer à la phase 2, j'acquiers les compétences pour piloter le métaverse dans mon entreprise. Donc la phase 1, comprendre. Le métaverse, c'est quoi? Alors vous nous avez dit dans ces focus group que c'était d'abord un objet qui était à la convergence de plusieurs technologies. Très bien. Cet ensemble de technologies ne semble malgré tout pas tout à fait suffisant pour décrire ce qu'est le métaverse, même si elles sont nécessaires, parce que assez rapidement on dit ouais mais alors une fois qu'on a dit ça, quelle est la différence entre le métaverse, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, la réalité étendue, la réalité mixte? Est-ce qu'on n'y est pas déjà? Quand est-ce qu'on y sera? Finalement, parler uniquement de technologie ne semble pas suffisant pour définir ce qu'est le métaverse. Alors du coup, on continue l'exercice et puis on se dit plus qu'une technologie, c'est un concept culturel, philosophique, qui est lié finalement à ces modalités d'usage et qui vont nous transporter dans ce que les collaborateurs qui ont participé à notre étude ont appelé une expérience multisensorielle, dans un univers extrêmement complexe et évolutif. Cette évolution, elle émane de moi, de ce que je produis dans ce métaverse et de ce qu'en produisent les autres, qui étaient indépendants de moi. Cet univers, il est interactif et persistant. Quand je l'ai quitté, il continue à vivre sa vie, dans lequel les usagers évoluent non pas en tant qu'eux-mêmes, mais avec des avatars, et pour coproduire un contenu, des actions, une tranche de vie personnelle ou professionnelle. Alors une fois qu'on a dit ça, on voit bien que cette innovation n'est pas que technologique, mais c'est une innovation socio-culturelle. Le métaverse, c'est une société, et donc comme toute société, on doit définir ses valeurs, ses règles, son éthique. On doit définir des comportements adéquats, souhaitables dans cet univers-là. En plus, n'oublions pas que c'est un univers où des humains vont être en interaction avec d'autres humains au travers de leurs avatars, mais que parmi les avatars que l'on peut croiser, il peut y avoir aussi des avatars pilotés par des IA, méconnaissables, et que donc évidemment là on se transporte dans un univers où il va y avoir des interactions humain-humain, humain-machine, machine-machine, enfin bref, évidemment on peut tirer le fil utopique ou dystopique assez loin. Donc pour résumer, nos groupes nous ont dit le métavers c'est faire société, donc il est important dans une entreprise de définir de quel univers on parle, à quoi il va ressembler, de quels avatars on parle, à quoi ils vont ressembler ou à qui vont-ils ressembler, de quelles modalités d'interaction on parle et évidemment de quel levier d'engagement et de persistance à l'usage du métaverse on parle. Tout ça étant évidemment indispensable pour déployer un projet de métaverse dans l'entreprise. Donc évidemment, il faut équiper les collaborateurs des compétences nécessaires pour comprendre et pour envisager l'usage, déployer ce projet d'innovation. Donc on construit un socle commun de connaissances, évidemment, un socle commun de vocabulaire. On propose évidemment de se frotter à une expérience. Et cette expérience, dans les groupes, vous avez été nombreux à nous dire qu'il fallait qu'elle soit impérativement réussie et absolument pas déceptive, ce qui pose évidemment des problèmes notamment technologiques et de développement algorithmique. Et puis, il faut armer les collaborateurs pour justement définir de quel métaverse on parle, de quel avatar on parle, de quel comportement on parle et selon quelle valeur, bref, comment gouverner ces projets de métaverse. Alors une fois qu'on en est là, on peut passer à la phase 2, qui est finalement la phase de pilotage de ces projets métaverse dans l'entreprise, parce qu'une fois qu'on peut nommer de quoi on parle, à ce moment-là, on peut envisager des usages, on peut les évaluer pour pouvoir justifier les usages que l'on a choisis, on peut les déployer et donc on peut écrire le récit du métaverse pour son entreprise. Et là, je vais partager avec vous quelques usages qui ont été qui sont sortis de nos focus group, en commençant d'abord par un premier usage qui finalement facilite l'appropriation et la construction de ce que devrait être un métaverse dans l'entreprise. On fait le métaverse en étendant, en faisant le métaverse. Alors, première proposition, pour permettre aux collaborateurs de faire l'expérience d'un usage du métaverse,
Organisons dans le monde virtuel un challenge international de ping-pong et puis c'est de cette manière-là que les collaborateurs vont pouvoir faire leur première expérience du métaverse, se rencontrer dans un espace ludique à objectif ludique. L'idée ici, c'est vraiment d'expérimenter finalement et de faire monter en compétence les collaborateurs sur ce sujet-là et puis aussi d'évaluer la capacité de socialisation dans le métaverse. Deuxième proposition, c'est finalement, puisque le métaverse est à construire, co-construisons-le avec toutes les parties prenantes de l'entreprise, mais en étant nous-mêmes dans le métaverse. Et donc, en faisant l'expérience pas à pas de ce que c'est que de travailler en collaboration dans le métaverse, nous serons plus à même de pouvoir le co-construire en évitant les pièges, en soulevant les leviers, en finalement pointant les bénéfices et les écueils. Deuxième catégorie de propositions d'usage, c'est finalement utiliser le métaverse comme un nouvel espace de travail et de collaboration. Alors, évidemment, ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est de se dire, plutôt que de réunir des gens qui viennent peut-être de sites différents, pourquoi ne pas réunir une équipe projet dans un plateau, sur un plateau virtuel, plutôt qu'en vrai. Par exemple, ici, on a dans vos grandes entreprises multinationales des équipes R&D qui sont disséminées partout dans le monde. Eh bien, créons un espace de travail pour elles, ce qui permettra d'aller plus vite, d'éviter évidemment les transports, et puis de pouvoir faire appel à toutes les expertises au moment où on en a besoin, sans se poser plus de questions. On peut aller aussi beaucoup plus loin en se disant que, par exemple, si on a une situation de crise, si on a besoin de construire une équipe dans l'urgence pour répondre à un problème immédiat, eh bien là aussi, on peut gagner du temps, on peut gagner de la performance et de l'efficience en utilisant l'espace virtuel de travail pour réunir ces personnes et aller plus vite. Troisième champ finalement de créativité, mais le métaverse, ce n'est pas que le jumeau virtuel d'une réalité que l'on connaît tous, c'est aussi la possibilité de se projeter dans des univers qui sont quasiment de la science-fiction, de limiter, de repousser les limites du réel. Alors là, par exemple, c'est une proposition d'usage pour une équipe de R&D. Eh bien, vous devez travailler sur un matériau, descendant dans l'infiniment petit de ce matériau pour pouvoir mieux le comprendre, quasiment au niveau moléculaire, jouer avec ces molécules, voir comment il réagit et finalement, de cette manière-là, eh bien, accélérer notre expérimentation et notre réflexion R&D. On peut aussi proposer un onboarding absolument massif, totalement international et synchrone. Vous êtes une entreprise, vous allez onboarder 100, 200, 2000, 5000 collaborateurs partout dans le monde grâce à cet espace virtuel. Ça va permettre de communiquer de manière synchrone, uniforme, homogène à tous les collaborateurs les messages principaux de l'entreprise. Et puis, dans ce métaverse global, vous avez créé des sous-métaverses qui permettront à des métiers ou à des territoires en particulier, eh bien, de porter des messages qui leur sont singuliers et propres. Et puis enfin, quatrième thématique d'usage, qui ne vous étonnera pas, c'est celle de l'apprentissage, c'est celle de la formation, avec, je crois, une appétence particulière pour l'apprentissage des gestes, l'apprentissage des savoir-faire extrêmement précis. Pourquoi ? Parce que on peut transmettre un geste, l'expérimenter en toute situation, le faire, le refaire sans cesse dans ce monde virtuel en étant coaché par des experts du sujet sous forme d'avatar. Et puis on peut aussi travailler le savoir-être dans ce monde virtuel, notamment par exemple des postures managériales, des postures commerciales, de la relation de service après-vente, ou alors aussi des postures sur l'inclusion, le harcèlement. Et donc là, on vous propose un théâtre dans cet espace virtuel qui vous permettra de faire des erreurs, de vous améliorer, de répéter plusieurs fois les bonnes postures, les bons comportements. Donc là, on est dans la phase finalement de pilotage et de déploiement. Pour l'amorçage, évidemment, de ces projets, il faut
faut travailler avec des méthodes agiles, du test and learn, mais je dirais un peu comme tout sujet d'innovation. Pour la prise de décision, il faut que vos collaborateurs aient les moyens et les outils de mesure d'impact d'un projet métaverse. Quel est le ROI de ce projet? Quel est son risque financier? Quel est son coût? Quels sont les critères de décision qui sont propres à votre entreprise? Est-ce que dans ces critères de décision, il y a aussi du durable, il y a aussi de l'éthique, etc., etc. Et puis pour le déploiement, bien entendu, il faut se poser la question d'un métaverse qui pourrait se déployer en low-code, no-code, pour que chacun des collaborateurs de l'entreprise puisse y créer et y produire son propre contenu. Je terminerai par, si vous le voulez bien, au-delà voilà, de cette vision du métaverse qui nous a été transmise lors de ces focus group et au-delà des compétences que j'ai pu rapidement bosser, vous attirez votre attention sur deux enjeux majeurs qui sont plus ou moins ressortis aussi dans nos focus group, mais qui sont aussi chers à NetExplo. C'est finalement définir la vision stratégique d'une entreprise sur le métaverse. Je vais utiliser le métaverse, pourquoi ? Comment et comment je justifie ce déploiement du métaverse. N'oubliez pas qu'il y a un véritable enjeu de gouvernance pour cette technologie qui fait société. Donc, comment vivre, travailler ensemble, manager, coopérer dans cet univers, c'est véritablement quelque chose d'extrêmement important et les compétences doivent pouvoir permettre aux collaborateurs de répondre à ces questions-là. Comment est-ce qu'on régit l'hybridation entre cet espace virtuel de travail et le monde réel? Quelle est la porosité entre le monde réel et le monde virtuel? Et puis évidemment, encore une fois, quels univers, quels avatars, quelles règles d'interaction? Et puis n'oublions pas qu'il y a un vrai enjeu de sustainability, d'ailleurs environnemental comme sociétal. On doit utiliser avec parcimonie aujourd'hui, avec sobriété, c'est un mot à la mode, nos innovations numériques. Le métaverse n'échappe pas à cette interrogation sur la sobriété de son usage. Donc, quels sont les ratios coûts-bénéfices que votre entreprise va mettre en avant pour choisir les lieux de son métaverse, en termes économiques, évidemment, en termes de progrès social, éthique, et puis en termes environnementaux. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, eh bien, je propose à Aurélie de poursuivre le programme de cet après-midi. Merci Sandrine pour cette étude passionnante sur les grands enjeux du métaverse. Merci beaucoup. Nous allons reprendre à présent les séquences TransfoSkill avec, pour démarrer, le groupe Crédit Agricole, Guillaume Lefebvre, directeur général de l'IFCAM, l'Université Crédit Agricole, et Benoît Ritzler, DRH et communication. Ils sont interviewés par Flore Ségalen et Guillaume Pernoud.